Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre. Grande voix d'Europe 1, éditorialiste politique. Bonsoir Olivier D'Artigol. Bonsoir Pierre. Et nous accueillons Jean-Christophe Couvi. Et quand je dis que nous l'accueillons, il n'est monté que d'un étage, j'allais dire, du studio de Laurence Ferrari dans Punchline à Europe 1 Soir. Il n'y a qu'un pas, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonsoir. Bonsoir. Merci, vous nous avez apporté votre éclairage tout à l'heure. Merci de continuer à nous éclairer sur ce sujet. Pendant la pause publicitaire, vous dites quelque chose de très très important. Vous dites, pour l'instant, ce ne sont que les déclarations de ce jeune de 23 ans. Oui, en fait, là, il y a les aveux, donc c'est ses aveux à lui. Maintenant, le procureur de la République, effectivement, a assez, puisqu'on a les preuves ADN, on a les aveux de la personne. Donc maintenant, il va y avoir une instruction, et c'est le juge d'instruction qui va continuer à instruire le dossier pour l'emmener aux assises. Et donc là, du coup, on va pouvoir aller plus en profondeur, notamment dans la biographie de ce garçon, de savoir depuis sa jeunesse, tout ce qui réellement il a traversé, tous les éléments. On a appris, par exemple, qu'il avait été interpellé 2 fois pour des vols, en 2021 et tentative, 2022. Ouais. Oui, mais une tentative et un vol. Il y a eu une alternative aux poursuites, donc il avait reconnu, et effectivement, il avait fait un stage de citoyenneté. Entre 2022 et maintenant, il a disparu des radars. Sauf qu'en fait, pareil, quand on regarde un petit peu, puisqu'il était en BTS en alternance, son BTS, il a continué jusqu'en décembre. À partir de décembre, a priori, il n'était plus en alternance, donc un peu livré à lui-même. Et voilà. Et est-ce que c'est à partir de là que patatras, tout est revenu et quelqu'un qui a besoin peut-être d'être cadré n'était plus assez cadré. Bon, tout ça, c'est encore une fois l'enquête maintenant qui va. Là, c'est l'enquête brute qui a été faite avec ses aveux. Maintenant, il y aura une enquête beaucoup plus à l'intérieur, plus précise, pour cerner le personnage, le cerner psychologiquement aussi. Il va aller voir des psychiatres pour voir dans quel état il est, s'il est compatible justement un jour pour être jugé ou pas. Voilà, tout ça, ça va être un peu plus long. Ça va prendre du temps. Combien de temps? Ça dépend du juge d'instruction et ça dépend aussi des enquêteurs qui sont dessus. Là, on avait 60 enquêteurs qui sont relayés jour et nuit pour résoudre cette enquête. Sauf qu'après, il faut savoir aussi que quand vous êtes enquêteur, vous avez d'autres affaires. Et donc, le juge d'instruction, lui, il veut faire avancer le dossier, mais vous n'avez pas les enquêteurs à sa disposition que pour ce dossier-là. Vous avez plein d'autres dossiers qui sont en cours, encore une fois, d'instruction. Donc, dès qu'un enquêteur a le temps, il construit le dossier, il fait des réquisitions, etc., il reçoit des résultats. Il continue à faire le dossier, mais il a d'autres dossiers en cours. Voilà, c'est assez complexe, hein, mais et dans certains, c'est pour ça qu'on explique aussi des fois. Alors là, c'est la police judiciaire, donc c'est quand même des fins limiers. On est en nombre, on a le temps, on est spécialisé. Mais dans les commissariats, vous savez, vous avez entre 150 et 200 procédures dans votre bannette, et vous devez avoir autant de personnes qui attendent à ce que les procédures avancent, et souvent vous êtes seul. Donc c'est très compliqué, ça demande du temps et c'est long. Olivier D'Artigol. On a quelques premiers éléments. Il y a eu la conférence de presse du procureur, notamment sur sa relation avec cette petite sœur, avec des violences peut-être intrafamiliales, avec, je ne sais s'il s'agit d'une main courante et non pas d'un dépôt de plainte, avec une famille CSP+, en termes de catégorie socio-professionnelle. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Est-ce que notre société a dysfonctionné à un moment donné? Est-ce qu'un signal faible était déjà une alerte forte? C'est ce que disait Linda Kebab sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. Alors, est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est les parents, la famille, l'éducation nationale, enfin, je veux dire tout. Après, moi, je suis pas là pour chercher des coupables. En revanche, effectivement, il faut se poser la question pour que ça n'arrive plus, ou moins souvent. Et c'est ça, en fait, le boulot de policier, nous, si vous voulez, on a résolu cette affaire. Il faut que maintenant le politique s'en empare aussi pour essayer de trouver justement des parades pour éviter un cursus. En fait, ce qu'on voit. Catherine Ney a dit quand même la famille d'un demi-mot, et je pense qu'elle a raison. C'est toujours facile de dire, ben voilà, il y a peut-être eu un loupé, il y a peut-être eu, vous avez dit, il y a pas de suivi entre 2022 et aujourd'hui. Il a fait son stage de citoyenneté. Quelles conséquences on en a tiré? Peut-être qu'il s'est très très bien tenu dans son stage de citoyenneté. Vous savez, c'est comme l'autre jour Béatrice Brugère qui disait très justement, mais vous savez, parfois il a des remises de peine parce qu'il s'est très très bien comporté en prison, mais en réalité il a fait des trucs horribles avant. Donc les parents
dans notre système actuel, dans notre maillage actuel, c'est très très important et j'ai l'impression qu'on les disculpe parfois. Quand vous avez un jeune qui, au lieu de faire son BTS, se retrouve devant un Fortnite. Est-ce que vous avez déjà vu, Catherine, vous avez déjà vu Fortnite? Vous avez vu le jeu vidéo Fortnite? Non. Moi, j'ai vu mon gamin qui a 8 ans, qui a été chez des cousins dans ma période de... C'est la première fois que je jouais Fortnite. C'est quand même des gens qui tuent des gens. Hein. Pendant 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 6 heures, on tue des gens avec une arme, voilà, sur un écran. Ils trouvent ça génial. Voilà, on tue des gens. Enfin, pardonnez-moi, mais je suis pas là en train d'accuser les providers de jeux vidéo, mais à un moment donné, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils le laissent jouer pendant 8 heures. Et ils se calmaient, ils prenaient sa bagnole. J'ai joué à des jeux vidéo où je tuais des gens dans les jeux vidéo, des jeux de guerre, etc. Je suis pas pour autant gaga, mais peut-être pas pendant 8 heures d'affilée. Mais ce gamin, il a 23 ans quand même. Hein, c'est un jeune adulte aussi quand même. Donc les parents, à un moment donné, quand on a quelqu'un de 23 ans, on le suit plus comme peut-être on peut suivre des enfants de 16 ans, 15 ans, 12 ans, etc. Vous vous interrogez quand même si votre gamin passe sa vie devant. Oui, mais alors moi je m'interroge sur beaucoup de choses, mais vous voyez, des fois vous pouvez vivre avec un conjoint, une conjointe qui a une double vie, vous le savez pas, et pourtant vous vivez H24 avec. Donc en fait, voilà, vous pouvez. Le voyez. Non, mais vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas connaître tout ce que fait votre enfant quand vous n'êtes pas là. Vous imaginez que c'est quelqu'un de très très bien, qui respecte les règles, etc. Il battait sa petite sœur quand même. Il ne se parlait plus depuis un an. Peut-être qu'elle n'a pas parlé non plus, mais c'est pour ça que le juge d'instruction est là pour dégrossir ce que les gens disent. Connaître la vérité et emmener le dossier complet, ficelé, effectivement, devant les assises, pour que derrière, parce qu'il y a la partie adverse, donc le défenseur de ce jeune homme, de Owen, qui sera là aussi pour battre en brèche tout ce qu'on pourra amener. Voilà, ça fait partie du procès. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est d'apprendre qu'il y a quelques jours, il avait déjà essayé d'amener une autre petite fille de 12 ans dans les bois, 4 février. En lui disant qu'il avait perdu quelque chose, qu'il voyait mal et qu'il l'amenait et elle n'avait pas voulu. Donc, quelle était son intention? Pourquoi est-ce qu'on amène une petite fille loin de la vue? C'est quoi? Est-ce que c'est pour fouiller dans ses affaires, lui prendre quoi? C'est que dans son cartable? Est-ce que c'était pour la tuer? Pas forcément. Est-ce que c'était pour la violer? Puis la petite fille a poussé des cris, il a eu peur, il l'a tuée. Donc, mais là, il y avait déjà une intention il y a quelque temps, et il a recommencé. Et quelle était sa véritable intention? Est-ce que c'était une pulsion sexuelle, après un énervement, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, ou meurtrière, voilà. Donc c'est dans la personnalité, on voit déjà des failles qui sont beaucoup plus profondes qu'on ne l'imaginait. Oui. Et donc quand on a un garçon qui vit chez ses parents et qui est aussi violent, est-ce qu'il faut le montrer à des psychiatres, avoir un traitement médical, des médicaments, j'en sais rien. Et c'est pour ça que vous interpellez sur le rôle des parents. Eh bien voilà, je reviens aux parents. Bon. Voilà. Le temps nous manque, Jean-Christophe Couvi, donc peut-être un mot de conclusion sur cette affaire, même si on va bien sûr en parler dans les jours prochains. Effectivement, on va maintenant. Déjà, je pense que même pour les habitants d'Épinay, c'est une double trahison parce que quelque part, c'est quelqu'un qui connaissait, qui avait été passé par le collège, etc., qui est un habitant du coin et donc qui fait partie de leur univers. Et ils s'attendaient peut-être à ce que ce soit un SDF, une personne extérieure, etc. Et là, c'est l'un des leurs, entre guillemets, d'entre eux. Et je pense que ça va laisser quand même beaucoup de traces. Et après, effectivement, encore une fois, on ne connaît jamais la personne avec qui on est. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. 20h10, la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont sera avec nous pour tenter de dresser le portrait psychologique d'Owen. À tout de suite sur Europe 1.